Merci beaucoup, Monsieur Hermé, d'avoir apporté ce témoignage d'un industriel engagé dans le développement durable et la ville de demain. Donc merci pour ce témoignage. Et maintenant, je vais appeler Eric Vidalinck de l'ADEME pour les 10 prochaines minutes. Merci. Alors, je vais essayer de vous donner en quelques 10 minutes des éléments pour répondre à la question: c'est quoi un port qui répondrait aux enjeux d'aujourd'hui, du 21e siècle, les enjeux auxquels on s'intéresse aujourd'hui étant les enjeux énergie et climat. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà en introduction sur les systèmes portuaires aujourd'hui, leur très grande dépendance aux énergies fossiles. Si on part de là où nous sommes, le port de Dunkerque, voilà ce que on trouve par exemple dans le rapport d'activité du port aujourd'hui. Donc il y a la moitié des tonnages qui sont dans le port qui sont des minerais et du charbon. Si vous regardez la phase de décollage, ça date des années 70, où en fait on a vraiment une phase exponentielle, avec des importations de charbon, de minerais, de pétrole. Depuis, il y a le gaz, avec un terminal méthanier qui a été inauguré il y a quelques années. Donc le port symbolise la deuxième révolution industrielle, avec une importation massive d'énergie fossile. Toutes les énergies fossiles sont intégralement importées en France. Et ce que vous voyez ici, c'est que le port de Dunkerque qui symbolise ça, il incarne ça de manière très concrète ici. Ensuite, une fois que ces marchandises elles sont là, qu'est-ce qu'on en fait? On les transporte vers l'Interland et vers le reste du pays à travers des chaînes logistiques. La première chaîne logistique que vous avez décrite ici, c'est la chaîne classique qui fait 80% de la distribution, c'est la route, le mode routier. Et puis vous avez ensuite des chaînes logistiques alternatives qui sont ce qu'on appelle le transport combiné, où on va intégrer sur une partie significative du trajet le mode ferroviaire, le mode fluvial ou maritime. Pourquoi c'est important d'intégrer ces modes-là? Parce que le mode routier, c'est le mode qui a l'impact le plus lourd en termes de tonnes kilomètres transportés. Si vous utilisez des barges, vous divisez par 3 sur un kilomètre donné les émissions de gaz à effet de serre. Et si vous utilisez le mode ferroviaire, vous allez diviser par 4, 5, voire 10, selon wagons isolés, containers, etc. Donc on voit que au-delà de ce qu'on importe, la manière dont on le distribue a aussi un impact très significatif. Et aujourd'hui, c'est très dépendant d'une infrastructure qui repose sur les énergies fossiles. C'est la suivante, normalement. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les ports, et par exemple sur le port dunkerquois. Qu'est-ce qu'on a signé collectivement, tous, pour la première fois? C'est un engagement climatique, c'est la COP21 à Paris en 2015, où on s'est engagé, l'ensemble des pays, à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Et il y a eu une commande faite au GIEC, donc aux scientifiques qui travaillent sur le réchauffement climatique, pour produire une analyse de là où on en était, vers quoi on allait, et ce qu'il faudrait faire pour respecter cet accord de Paris. Ça, c'est les deux graphiques cruciaux que vous trouvez, selon moi, dans le rapport qui a été publié fin 2018 par le GIEC. Le graphique que vous avez sur la gauche, c'est la trajectoire actuelle, où est-ce qu'elle nous emmène. Le 2 degrés, il est atteint en 2030, entre 2030 et 2040, si on poursuit les trajectoires actuelles. Si on veut rester sous ce seuil inférieur à 2 degrés, au-delà duquel on considère qu'il y a des boucles de rétroaction positive qui font qu'il y a du méthane qui va se libérer du permafrost, qu'il y a des phénomènes qu'on ne maîtrisera absolument pas. Donc voilà pourquoi on a défini ce seuil, qui est un seuil à la fois scientifique et politique. Si on considère qu'on veut rester en dessous de ces 2 degrés, que nous dit le GIEC? C'est ce qu'on a sur la droite, qu'il faut à l'échelle mondiale diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire que pour les pays riches, il faut faire plus que ça. Divisé par 2 à l'horizon 2030. Donc en 10 ans, divisé par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Je me répète, mais c'est quand même un élément assez structurant si on prend au sérieux ce que l'on a signé collectivement à l'accord de Paris. Et si on regarde un poil plus loin, ça veut dire qu'à 2050, il faut atteindre la neutralité carbone. Ce qu'on est en train de discuter et d'inscrire dans la loi en France, ça, c'est des objectifs mondiaux. Vu que la France
l'Europe, les pays industrialisés émettent significativement plus que la moyenne mondiale, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu plus comme effort. Donc on voit les enjeux qu'on a face à nous. Et quand on croise ces deux dynamiques, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les systèmes portuaires? À quoi on s'est engagé en termes de réduction et de limitation des gaz à effet de serre? On voit quand même qu'on a des choses qui sont très, très contradictoires. On a des importations de matières et d'énergie fossiles qui sont structurellement en hausse, une dépendance très forte au mode routier dans la distribution des produits qui arrivent dans les ports, des liens avec l'Interland et les territoires limités, donc l'économie circulaire qui commence à prendre en est juste à ses balbutiements, hein. Et puis on a l'accord de Paris, donc, qui est résumé ici en 2-3 chiffres, qui nous donne un petit peu l'ambition sur laquelle on s'est engagé collectivement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a dit ça? On voit que la marche elle est considérable. La première chose, c'est connaître les écosystèmes portuaires. Ici, il y a des choses très intéressantes qui se font sur le Dunkerquois, avec l'AGUR, l'agence d'urbanisme de Dunkerque, avec le Learning Center, qui travaille sur la transformation de ce système portuaire par rapport à ces enjeux-là. Il y a par exemple la toile industrielle. C'est la cartographie de tous les flux économiques, matières, énergétiques sur le territoire. Un travail comme celui-ci, ça permet de comprendre par exemple qu'il y a 30% des minerais et des charbons qui arrivent dans le port qui sont liés à une industrie, l'industrie automobile. Et donc on comprend bien que si on tire le fil, il ne suffit pas de dire il faut arrêter ces imports-là. Ça veut dire que ça interroge toute l'économie et tout le système économique régional qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la première chose absolument à faire. C'est déjà bien connaître son système portuaire, ses liens avec le territoire et avec l'économie territoriale pour ensuite travailler sur sa transformation. Une deuxième piste, c'est optimiser cet écosystème portuaire. Comment on peut l'optimiser? Alors il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, qu'on fait ici sur le port. La plupart des choses sont accompagnées par l'ADEME, notamment il y a la récupération de chaleur. Ça a été évoqué sur le réseau de chaleur, on récupère la chaleur fatale chez les industriels, comme Arcelor, sur les centres de valorisation énergétique notamment. On valorise de la matière aussi, notamment les laitiers de l'industrie sidérurgique. On commence à s'interroger sur la capture du CO2, parce qu'on a des émissions massives de CO2, et on voit bien que les réduire, ça va être compliqué, donc il faut travailler sérieusement sur d'autres alternatives. Il faut penser le développement d'énergies renouvelables. En France, on a un peu de mal à ne pas opposer les filières, mais vous voyez cette photo qu'on a ici, c'est le port d'Anvers, en fait. On a la plus grosse centrale nucléaire de Belgique, Dole, 4 réacteurs nucléaires, qui est dans ce port-là. Et en même temps, sur ce port-là, on a 50 éoliennes de 2 mégas. Donc on a plus de 100 mégas installés. Ce n'est pas du offshore, hein, c'est de l'éolien terrestre. Donc on a les deux. On est capable de faire des filières décarbonées ensemble sur le même territoire. Et on a évoqué tout à l'heure, hein, on est sur le range nord, c'est à 100 km d'ici. Et puis des choses qui commencent à prendre aussi, c'est la production et les usages d'hydrogène vert et décarboné. Autre piste pour essayer de vraiment s'engager sur le respect des enjeux énergie et climat, donc c'est décarboner le système logistique. Donc comment on fait? Un projet comme le canal Seine-Nord, évidemment, peut concourir à ça, à s'affranchir du mode routier. Donc il faut soutenir les modes ferroviaires et fluviaux, qui aujourd'hui sont ultra minoritaires, hein, je le rappelle. Il faut travailler sur des vecteurs énergétiques moins polluants pour les navires. Aujourd'hui, le fuel est l'essentiel de ce qui est utilisé pour les navires. Il y a le GNL qui commence à être utilisé. Il faut travailler sur des navires hydrogène, sur la place de l'électricité aussi. C'est des choses qui sont travaillées à l'ADEME, notamment avec le programme Investissement d'avenir. Et puis enfin, dernier élément sur lequel je voulais terminer, on voit que ces petites choses, entre guillemets incrémentales, ça ne va sûrement pas suffire par rapport aux enjeux que j'évoquais en introduction. Donc il faut réfléchir à ce que va être le port de demain. Et je vous invite à regarder la dernière production du Learning Center qui esquisse des évolutions des villes portuaires. Parce que le port de demain, très probablement, qui ne va plus être dans une logique de croissance continue exponentielle des matières qui arrivent ici, notamment des matières fossiles. On ne peut pas dire qu'on divise par 2 les émissions de gaz à effet de serre et continuer à avoir des énergies fossiles importées qui sont en hausse. Enfin, sinon, il faut m'expliquer, mais si on prend au sérieux ça, on ne peut pas avoir ces flux-là qui sont fondamentalement contradictoires. L'économie circulaire commence vraiment à se mettre en place. Il y a des valorisations de ressources locales et des liens avec le territoire qui sont à renforcer.
Et puis, il y a une autre mondialisation qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de la mondialisation, mais quand on regarde ce qui se passe, depuis les années 2010, c'est le graphique que vous avez là, hein, les flux de containers, la croissance des flux de containers est inférieure à la croissance économique, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Les flux de containers étaient toujours supérieurs, la croissance des flux de containers était toujours supérieure à la croissance économique. Ce n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'échanger, qu'on va tout refermer, mais ça veut dire qu'il y a une autre mondialisation qui se met en place, sûrement avec moins de flux, des flux différents, sur des régions probablement différentes, avec plus de liens avec le territoire. C'est tout ça qu'il faut penser, parce que si on prend au sérieux, et pour paraphraser Jean-Pierre Dupuis, si on prend au sérieux et si on croit à ce qu'on sait, c'est ce que le GIEC nous dit, hein, ce que je vous ai présenté au début, si on croit en ce qu'on sait, on voit que le port de demain ne peut pas être le port d'aujourd'hui qui poursuit ses tendances de développement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.